Aujourd'hui, on vous parle de War Machine. Hello. Hello. Bienvenue dans Suchet Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler de Manhattan Project War Machine. Le dernier né dans la gamme Manhattan Project. Les mensurations, c'est du 1 à 4 joueurs. C'est du 14+, pour des parties de 60 à 120 minutes. Le designer... C'est du 20 minutes par joueur, je pense. Oui, c'est pas très long. Non. Le designer, c'est Yann Gonzalez, qui nous a rien fait de notable. J'ai pas vu grand-chose, il n'y a pas un nom qui m'a ressorti en tout cas. Au niveau des pinceaux, c'est Eiko Günther. Là, lui, par contre, j'aime beaucoup. Moi. Qui nous a fait Burkle Bros, par exemple, Circus Focacci. Ouais, moi j'aime bien son style, assez épuré, assez moderne en fait. C'est assez clair. L'iconographie aussi, il faut reconnaître, elle est relativement claire. Le pitch, c'est pour toi. On dirige chacun une nation et on va essayer de développer la puissance militaire au maximum. Celui qui a la meilleure puissance militaire à la fin de la partie la remporte sur des points de victoire. Bon, ça s'appelle puissance militaire, mais bon, voilà. On va marquer le plus de points de victoire en faisant des combos. Ben, la mécanique, c'est de la pose de dés, c'est pas du draft de dés. Hein. C'est pas du draft, c'est de la pose de dés. C'est on va faire des contrats, c'est de la gestion de ressources, donc vous allez avoir des ressources, vous allez acheter des bâtiments pour les faire produire, donc production, tout ce qui va avec, pour transformer ça, in fine, en points de victoire. Ça, c'est des combos, le combo classique, on lance des dés, on les place sur un plateau pour faire des actions, la plupart du temps on prend des ressources pour pouvoir acheter des bâtiments ou transformer ces ressources en points de victoire. Voilà, c'est ça, ils n'ont pas réinventé la roue à ce niveau-là. Par contre, il y a le twist, on en parlera un ou deux twists. Eh bien, le twist, tu peux commencer si tu veux. Le twist, il y a deux temps. Déjà, les dés qu'on lance, les dés on va choisir les faces, puisque chaque fois on peut en lancer, on doit en garder au moins un du lancer, et puis on peut relancer chaque fois les autres. Ces dés, c'est important parce qu'on va les placer à la fois sur le plateau central pour faire certaines actions, mais aussi on va les récupérer après pour les placer sur notre propre plateau. En fonction des bâtiments qu'on a achetés, on va pouvoir les activer grâce à ces dés. Et donc il faut réfléchir en deux dimensions, il faut réfléchir d'abord où on va les mettre sur le plateau pour faire les actions qu'on veut, mais aussi après, quand on va les répatrier sur notre plateau, ce qu'on va en faire, pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est le premier twist. La deuxième chose, et ce qui donne un peu d'interaction et d'interactivité, parce que honnêtement à la base, on est dans notre plateau, on essaie de comboter le mieux, de faire comboter nos bâtiments, etc. pour gagner plus de points. Mais le twist, c'est que sur le plateau central, on peut, quand on fait une action, en fait, tous les autres joueurs peuvent la suivre. Donc ils ont une action plus faible, mais ils ont le choix d'une action également dans la même section que là où on a placé notre dé. Voilà. Donc c'est les deux twists principaux. Il y en a d'autres petits, comme notre plateau qu'on va pouvoir upgrader au fur et à mesure, mais morceau par morceau. Même les points de victoire, par exemple, au départ, ça c'est quand même un twist assez original, parce qu'on voit souvent agrandir le nombre de bâtiments qu'on peut construire, etc. Par exemple, ça c'est assez classique. Avoir plus de dés, forcément, c'est la première chose qu'on vise, c'est très classique. Par contre, la piste de points de victoire, on peut aussi l'upgrader, parce que par défaut, elle s'arrête à 9. Et donc si on est à 8 par exemple et qu'on gagne 3 points de victoire, si on n'a pas upgradé cette piste, ils sont perdus. C'est original, c'est pas courant. C'est ça. Donc ce sont tous des petits twists. Bon, ça ne révolutionne pas, il n'y a rien de fulgurant, mais ensemble ça donne un petit côté un petit peu d'originalité à un jeu qui est somme toute très, très basique. Ouais, donc le twist principal, c'est vraiment ces dés en deux dimensions qu'on va attraper, qu'on va travailler sur deux façons pendant son tour. Et donc ça c'est vraiment... je ne sais pas si c'est méga original, mais c'est assez plaisant, en tout cas. La rejouabilité, variabilité. Oui, il y a les bâtiments qui changent, donc les bâtiments, nos objectifs de début, etc. Après, ce qu'on va faire dans le jeu, on va faire la même chose. Mais on ne va pas viser les mêmes objectifs à chaque partie. On va s'orienter différemment. Par exemple, on va plus construire un certain type de bâtiment plutôt qu'un autre, parce qu'ils combattent plus avec certains d'entre eux. Ouais. Et voilà, on va faire des choses différentes. Maintenant, la base est la même. De toute façon, c'est récolter des ressources, les transformer, les dépenser pour construire des bâtiments, transformer pour faire des points de victoire. Ça reste toujours la même chose. Maintenant, dans quel ordre on va le faire, avec quel bâtiment, etc. La variabilité, là. Ça reste assez moyen au niveau de la rejouabilité, variabilité. Oui. C'est pas infini, mais... Enfin, voilà. Il va y avoir les ors de tuiles qui vont sortir différemment. Parce qu'il reste rien dans la boîte, je pense. Non, tout le matériel est là. À part les cartes objectifs qu'on a au départ, il y en a tout plein, on en reçoit deux de chaque type, enfin un de chaque en fait. Donc ça c'est variable, le reste retourne dans la boîte. Sinon tout le reste en fait est assez fixe. Tous les bâtiments sont en jeu. Maintenant, est-ce qu'ils vont tourner par exemple à deux? Évidemment, les bâtiments on en construit moins, donc ils tournent moins. D'ailleurs, c'est un petit défaut. On en parlera d'ailleurs dans les avis.
Mais voilà, oui, il y a une rejouabilité. Pour ceux qui aiment ça, ils Oui, font leur calcul un peu différemment. Maintenant, la finalité sera la même. est absolument identique. Le poil à cible, c'est du 2/5 sur BGG, malgré que ce soit un 14+. Alors, est-ce que c'est de l'expert? Non, absolument pas. Hein. Donc, c'est un intermédiaire. Non, maintenant, est-ce que c'est un 2 Non, je pense qu'il devrait pas. Ouais, je pense qu'il devrait être un peu plus haut quand même. Ça dépend parce que quand tu vois certains 2 sur BGG, c'est plus comme ça qu'il faut le regarder. Quand tu les mets en comparaison, voilà. C'est pas un familial parce qu'il y a un peu de planification, surtout cette planification en 2 temps avec les dés qui est quand même intéressante. Maintenant, c'est pas de la lourdeur de règles. Hein. Il y a 6 pages de règles qui sont assez mal écrites, donc ça, on y reviendra dans nos avis. La cible, donc c'est pas de l'expert, mais il est dans son initié. Hein, je pense c'est pas un familial. Oui, non, c'est intermédiaire. Si on veut jouer correctement, il faut quand même réfléchir un petit peu. Dans l'absolu, en fait, le 2/5 ne me choque pas du tout. Si on met 5, on met 4,5 par exemple à un Lacerda ou ce genre de choses, c'est pas choquant du tout. Maintenant, quand je vois certains 2 sur BGG, ce qu'ils représentent, le format qu'ils représentent, voilà. Maintenant cette échelle, il faut la prendre de toute façon pour ce qu'elle vaut. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le matériel, c'est une version Kickstarter. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de différence avec la version retail, qui est pratiquement arrivée en même temps. Il y avait un paquet de cartes supplémentaires avec quelques objectifs dedans. Le jeu est à une 40aine d'euros, donc ça c'est quand même assez remarquable hein, pour la qualité du matériel proposé. Ouais. Même s'il n'y a pas pléthore de matériel, on se retrouve quand même avec des très gros dés, tout plein de très gros dés, parce qu'ils auraient très bien pu en laisser 5 maximum par joueur, mais chaque joueur a son set de dés. Donc c'est peut-être pour fluidifier certainement le... C'est ça. Mais donc, en temps de Covid, on avait compris peut-être. Oui, c'est ça. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif. J'ai rien remarqué de choquant, en tout cas dans le matériel, en disant ouais, ça c'est... Au final, on est bien, on est pas mal. Il y a un tout petit pion sculpté, un petit peu. Enfin, c'est rien d'extravagant, mais de toute façon, à une 40aine d'euros, oui, on n'a absolument pas volé pour le prix. Quand on voit ce qu'on a quelquefois pour 40 euros, on n'est pas choqué à ce niveau-là du tout, au niveau de l'édition. Non, c'est Grill Game, c'est quelquefois des choses qui sont un peu bizarres chez eux, des trucs qui sont très bien et d'autres qui sont moins bien. Bon, celle-ci, elle est relativement épargnée, si ce n'est au niveau de la règle, apparemment. C'est vrai que les tenues, les cartes sont pas nécessairement expliquées. Maintenant, l'iconographie est relativement claire, oui. Mais bon, il faut quand même assumer que c'est ça. On n'a pas la confirmation. On s'en doute très fort. Hein, voilà. Pour ceux qui aiment vraiment avoir un truc carré, net, avec tout détaillé partout, c'est pas vraiment le cas ici. Nos avis? Le jeu est assez plaisant, assez fluide, assez rapide. L'interaction est très plus que moyenne. Elle y est parce que quand vous faites une action, quand vous déployez un de vos dés en première phase, eh bien, les adversaires vont faire une action qui sera bien entendu minorée comparée à l'action principale, mais à chaque fois que vous allez placer un dé, vous allez faire une action. C'est ce qui fait qu'en fait, dans le setup de départ, le premier joueur commence avec plus de ressources que le dernier. Parce que rare, on n'a pas l'habitude de voir ça. Non, c'est justement inversé, mais parce qu'en fait, le dernier joueur va faire plein d'actions secondaires avant que son tour arrive et va pouvoir gonfler un peu ses ressources. Il sera vraiment bien blindé théoriquement avant que son tour en arrive en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a moins de tours à 4 joueurs, mais comme on profite beaucoup des actions des autres, forcément on a moins d'actions qu'à 2 joueurs. Donc là-dessus c'est quand même assez bien ce système, surtout c'est super intéressant, c'est des que vous allez mettre de deux façons, c'est-à-dire que si vous avez une face chapeau, vous allez le mettre dans la partie chapeau qui est la partie commerce. Donc vous allez faire la partie commerce, vous allez faire une des actions, puis ensuite, ce dé chapeau va venir sur votre plateau personnel pour activer un certain type de bâtiment. Et donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'avoir ça, cette planification, parce qu'il faut penser vraiment à ces deux actions, parce que au final, oui, vous avez besoin des actions sur le plateau, puis vous vous retrouvez quand vos dés reviennent en disant « Ah, ben je sais rien activer ». Parce que si on a des chouettes bâtiments, c'est qu'on ne va pas pouvoir les activer parce qu'on n'a pas les bons dés. Oui, clairement. Au niveau du matériel, comme on a dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai quand même un bémol, j'ai lu la règle en version française. Moi, je l'ai en version française. Et au final, on avait l'impression que le langage n'était pas spécialement approprié, on va dire. Moi, j'aurais formulé ça autrement, plus intuitivement. Donc, j'ai eu du mal. J'ai lu la règle, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a 4 pages de règles. Hein. Si vous retirez le setup, je crois qu'il y en a 3.
J'ai dû aller regarder une vidéo pour pouvoir me dire « Ah ouais, ok, donc eux vont faire ça ». Donc c'est pas très clair au niveau de la règle. Ça, c'est ce que... Moi, j'ai lu en anglais, j'ai pas eu vraiment cette impression-là. Maintenant, il y a des choses, notamment dans la mise en page, un truc, c'est fort serré, comme tu faisais remarquer aussi, par exemple, dans le détail du setup est sur une face, et c'est sur l'autre face que vous avez l'image avec les différentes références, les différents numéros de référence. C'est fort peu pratique. Ouais, c'est pas très bien pensé. Maintenant, en anglais, ça va. Je l'ai lu très rapidement, ça m'a pris 10 minutes, et à la fin, j'avais compris le jeu. Maintenant... Voilà. Par contre, il manque, si on aime bien, comme je disais tout à l'heure, le détail, les cartes et les bâtiments ne sont pas expliqués. À noter quand même que sur BGG, il y a... Mis par Grell Games. Mis par Grell Games. Il y a l'explication de tous les bâtiments. Pas des cartes, mais des bâtiments. Ouais. Mais encore une fois qu'on a compris l'iconographie... L'iconographie est quand même est très claire et très intuitive. Elle n'est pas très nombreuse. C'est facile à rentrer dedans. On a dû extrapoler, évidemment, parce qu'on n'a pas l'explication de certaines cartes et tout. Mais au final... ça me semblait totalement logique avec l'iconographie qu'on a vue. Quiconque a un peu l'habitude de ce genre de jeu, avec les transformations, c'est une flèche avec un nombre et un X pour dire combien de fois on peut le faire, ce genre de choses. Voilà, c'est du fort connu. Je pense que c'est pour ça que Grey n'a pas mis d'aide directement dedans, parce qu'ils se sont dit, ça paraît assez évident maintenant. Je suppose que c'était pas, puisqu'ils ont rajouté un document en PDF sur BGG, ainsi qu'une clarification aussi. J'ai lu la clarification, je vois pas ce qu'elle clarifie, parce que c'était relativement clair pour moi, mais peut-être que pour d'autres pas. Au niveau de la profondeur de jeu, c'est 6 tours, mais c'est 6 tours un peu redondants, parce que même si la montée en puissance est là, clairement, parce que vous allez avoir beaucoup plus de ressources. On commence avec 3D déjà. Donc on commence avec 3D, donc bien entendu, c'est comme une espèce de placement d'ouvrier, on va dire, parce que c'est un placement de dés. Mais les 2 premières actions que vous allez essayer de faire, c'est d'obtenir le 4e et le 5e dé, in fine. Et donc, mais ça, c'est quand même pas mal, parce que comme vous avez 5 dés, vous allez pouvoir faire 5 actions principales, mais vos adversaires vont faire 5 actions un peu minorées. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'ils vont profiter de ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié. Ces dés en 2 façons de travailler, mais surtout le fait que les autres profitent de nos bonus, on va dire. Donc je pense même qu'il pourrait certainement avoir match sur quelqu'un qui a ses 5 dés pratiquement assez vite, et celui qui en a conservé que 3 au final. Donc je pense qu'il y a match là-dessus. Maintenant, au niveau de l'activation des bâtiments, ça c'est autre chose. Il manque certaines choses, donc par exemple des actions de dépit. Donc moi, pendant ma partie, c'est arrivé souvent que le tirage de dés est le tirage de dés, et au final, je ne sache pas activer de bâtiment que je n'ai pas encore au début, et donc j'aurais aimé avoir une action un petit peu de dépit en disant, ok, tu sais pas utiliser ton dé, tu prends une pièce. Voilà. Personnellement, ça m'a pas choqué, moi, personnellement. C'est parce que je me suis retrouvé 2 tours en disant, pas ouf, quoi. Hein. Donc, point qui m'a beaucoup dérangé, c'est les rivières. Donc on l'a joué à 2, et je suis certain ça, c'est un problème. Il faut faire une règle maison. Ouais, que la configuration à 2 ne fonctionne pas, fonctionne nettement moins bien, c'est certainement mieux à 4, parce que ces rivières de tuiles ne bougent pas. Et donc, moi, j'avais un objectif de fin de partie qui me disait, tu dois avoir 3 tuiles comme ça à la fin de la partie, et en fait, de toute la partie, il n'y en a eu que 2, parce que ces tuiles ne bougent pas. On n'achète pas assez, parce qu'on n'est que 2, et en fait, ça aurait été tellement plus simple de dire, la dernière tuile de chaque secteur dégage en face de setup, tout simplement. Elle s'en va. C'est ce qu'il faut faire. On la remet en dessous, elle reviendra. Oui, c'est somme toute assez simple, parce qu'en fait, ces tuiles en plus vont bouger. Si elles sont en première place, elles vont coûter plein pot. En deuxième place, vous aurez une ressource de moins. En troisième place, vous aurez 2 ressources de moins. Donc pourquoi ne pas faire dégager cette dernière tuile au final ? Parce que, pour X raisons, elles sont là. Donc il y a des tuiles, je pense, je ne suis pas sûr, mais il y a peut-être des tuiles qui étaient en setup initial. Bon, je connais pas ça à côté quelque part dans la règle, mais en tout cas, moi... Ça semble évident, en fait. Je l'ai relu en cours de partie, il n'y avait rien qui disait qu'en phase de setup, ça devait cleaner. Voilà, ça c'est un peu dommage. Un twist tout à fait particulier, et ça Laurent a déjà dit, c'est qu'on doit pouvoir upgrader aussi ses pistes, parce que vous avez des pistes de ressources. Le point de victoire, ça fait partie de l'entrepôt, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ça va aussi caper vos points de victoire, et ça, c'était très intéressant, parce qu'à un moment donné, ça m'a fait faire ce choix-là, plutôt qu'un autre choix, parce que j'étais en train de perdre tout ce que j'allais produire, et tout ce points de victoire. Surtout que c'est parfois une ressource aussi, les points de victoire, parce qu'on les dépense pour faire certaines choses. Bien sûr. Donc, ça, c'était quand même très intéressant.
C'est à peu près tout. Je rebondirai certainement sur des choses que tu vas dire. Je n'ai pas grand-chose, je vais paraphraser beaucoup de choses. Je vais plutôt donner mon avis purement sur le jeu de ce que j'ai fait. Bon, c'est un jeu qui fonctionne. C'est un jeu qui ne réinvente pas la roue, mais qui a ce qu'on disait, quelques petits twists sympatoches, on va dire. C'est un jeu qui clairement encourage à jouer au plus grand nombre. Ouais, faut jouer à 4. C'est pas mal, je pense. Ouais, mais c'est souvent le cas des Manhattan Project de toute façon. C'est pas des jeux qui jouent en général. Mais l'interaction ici est relativement faible, mais par le principe de gagner ces actions, ces bonus en fait, quand quelqu'un fait une action, voilà, ça fait partie pour moi du cœur du jeu. À 2, ça n'a pas grand sens en fait. Au rayon des bémols, comme on disait, c'est les bâtiments n'avancent pas beaucoup, donc il n'y a pas vraiment de débit là-dedans. Donc on en a pas. Quelquefois on attend un bâtiment, on veut absolument un bâtiment pour faire un objectif, il n'arrive pas, c'est un peu pénible. Alors il y a le lancer de dés, évidemment, on lance les dés. Chaque fois qu'on fait un lancer, on peut le relancer plusieurs fois, mais chaque fois qu'on fait un lancer, on doit conserver au moins un de ceux qui ont été lancés. Voilà, moi je suis. Bien que quand on a upgradé son bâtiment principal, on puisse moduler un des dés. Mais... un des dés. Donc, et quand il n'est pas upgradé, alors il faut dépenser 2 dés pour mettre la face. Pourquoi? Il y en a qui vont trouver ça fun. Moi, je suis pas spécialement fan. Je préférais gagner un ouvrier d'un certain type qu'on est bloqué avec pour toute la partie, par exemple, ce genre de choses. Choisir ses ouvriers, pourquoi pas. C'est un peu ce qu'il y avait dans le 3e d'ailleurs. On pouvait même les faire évoluer. J'ai joué que 2 premiers, je pense. On pouvait faire évoluer, on pouvait faire des formations à ces ouvriers pour les transformer en d'autres. On aurait pu reprendre un peu ce principe ici. Moi, voilà, lancer de dés, bof. Dans un jeu comme ça, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a, à part les tuiles qui sortent, il n'y a pas vraiment de hasard. Donc, entre nous, moi, je n'y jouerai plus, clairement. Je me suis emmerdé comme un rat mort, pour le dire franchement. C'est le genre de jeu vraiment où moi j'en peux plus, ce genre de jeu. On pose un truc, on prend une ressource, on calcule dans quelle ressource on doit prendre, dans quelle ordre on va les prendre pour maximiser. Toujours de l'optimisation de toute façon. C'est vraiment la définition d'un Eurogame à ce niveau-là. Et on va après les dépenser pour pouvoir acheter des bâtiments qu'on a envie ou qu'on a besoin que nos objectifs nous donnent. Voilà, donc c'est toujours la micro-gestion du je prends ça, je dépense pour pouvoir après prendre un bâtiment, je le pose pour pouvoir le déclencher. Ouais, on fait ça pendant. C'est pas passionnant. Il y en a qui vont adorer. Genre, je connais des gens qui a. Mais bon, finalement, on fait toujours un peu la même chose et c'est pas très passionnant. Encore une fois, c'est la micro-gestion. Il n'y a pas de. Oui, on va essayer d'avoir le plus de bâtiments, peut-être d'une certaine couleur parce qu'on a un objectif, ou celui-ci, il y en a un autre bâtiment qui permet de scorer ceci ou cela. Ça nous donne des axes, mais. Pas vraiment une stratégie, c'est plutôt profiter des petits combos et faire voilà. D'ailleurs, les points de victoire sont pas très, très élevés non plus. On va pas finir avec 200 points de victoire. On est loin d'un Feld ou ce genre de choses, ou d'un Pfister. Voilà, ça plaira, je pense qu'il aura son public, parce qu'il faut quand même, en termes de règles, ça s'explique en 10 minutes, même pas. Pas de lourdeur de règles. Non. Par contre, si on veut le jouer correctement, si on veut vraiment optimiser à mort, il faut quand même réfléchir un petit peu. Il y a quand même des choix qui sont là à faire. Maintenant, le problème, moi personnellement, c'est que ces choix ne me passionnent absolument pas. Mais alors là, dans le genre pas passionnant. Les dés en 2 dimensions sont très intéressants. Je dis, il y a des gens qui vont aimer. Maintenant, si on aime les jeux un tant soit peu expert, ce qu'il a pour lui, c'est son format, sa durée. Moi, je pense que c'est 45 minutes à 2, 40-45 minutes à 2 joueurs. Encore une fois, on ne le jouera plus à 2, mais à 3-4, donc ça doit être une bonne heure. Si on le joue rapidement, s'il n'y a pas trop tapé, voilà, pourquoi pas. Maintenant, ça restera pour moi un jeu dans une pile de jeux. Moi, je vais tester le solo quand même, juste pour voir au cas où, mais je rejoins assez ton avis. Il ne m'a pas spécialement passionné, sans être totalement rédhibitoire. Dès le deuxième tour, je me dis, il manque que ça se termine, parce que moi, c'est tout ce que je considère inintéressant comme décision. Prendre 3 ressources, puis il faut chercher une comme ça pour pouvoir payer ce bâtiment-là qui demande 3 ressources d'un type et 2 de l'autre, et je diminue sur ma piste, et puis je vais regagner, je remonte sur ma piste. Maintenant, si vous venez de formats familiaux, oui, je pense que c'est pas mal. Ça peut, on monte d'un cran, on est quand même pas mal. En plus, il n'y a pas d'interaction négative. L'interaction est positive toute la partie. Ouais. Non, je trouve ça quand même assez chouette là-dessus.
mais de personnes qui ont l'habitude de jouer à du costaud. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on sortirait celui-là plutôt qu'un autre, par exemple. Donc ça, c'est parce qu'il n'a pas grand-chose pour lui. Il est dans l'univers de Manhattan Project, effectivement. Moi, je trouve qu'il est quand même assez loin dans l'univers de Manhattan Project, parce que Manhattan Project, c'était des jeux à interaction assez méchants, voire des fois, hein, parce que... plus en accord avec le thème, en fait. Oui, bien sûr, évidemment. L'espionnage industriel, des fois, ça pique, hein, donc clairement. Si on n'utilise pas les bâtiments des autres, ce genre de choses. Voilà, donc là, on est quelque chose sur quelque chose de très très soft, en tout cas dans cet univers-là. C'est un engine builder dans le sens strict du terme, en fait. Il n'y a rien de plus. On développe son petit moteur qui d'abord est un moteur à ressources et puis après se transforme en un moteur à points, comme on voit à tous les coins de rue. Quoi. Classique. Enlever les twists et là, il n'y a vraiment plus rien. Un twist aussi qui est un peu sympa aussi, c'est que vous avez une face joker qui est sur les dés. Et en fait, à chaque fois que vous gardez cette face joker, ou vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de la conserver, vous allez vous prendre une tuile négative qui va vous soustraire un point de victoire à la fin de la partie. Bien entendu, il y a une action qui permet de la retourner, mais au final, elle est assez coûteuse malgré tout pour ce que c'est. Elle fait quand même des tables de points, puisque au lieu de perdre un point, on en gagne un. On en gagne un. Donc oui. Par contre, ce dé-là est quand même assez intéressant, parce que non seulement on peut mettre où on veut sur le plateau, mais en plus, quand on le récupère, on peut aussi le mettre où on veut. Donc on n'a plus à réfléchir à ce puzzle de placer quel dé où. On sait bien que celui-là... Ouais. Moi, je me suis parti du principe que dès que je roulais un de ces dés Joker, même si je prenais une tuile négative, je prenais de toute façon le dé de manière sans même réfléchir. Quoi. On a aussi, sur ces dés-là, il y a des faces éclairs qui sont somme toute assez intéressantes parce qu'elles ne vous permettra pas de faire l'action plein pot. Elle empêche les autres joueurs de faire l'action. Oui, déjà ça. Et puis, en fait, ça devient quasiment un joker pour la deuxième phase. Vous allez pouvoir activer vos bâtiments grâce à celle-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Elle n'est pas intéressante sur le plateau, mais elle est intéressante sur le plateau du joueur. Pas réellement, oui, effectivement. Elle donne de la flexibilité. Voilà, si vous cherchez un petit euro où il faut quand même réfléchir un petit peu, qui joue, comme je dis, 15-20 minutes par joueur, à un prix somme toute très abordable. Ouais, ça c'est sa grosse force, hein, le prix très voilà, avec un engine building qui quand même, il faut quand même réfléchir, comme je disais, pourquoi pas. Pour tous les autres, je pense que ce sera un jeu dans une pile de jeux. Ouais. Au final, ça n'en fait pas un OK game pour ça, parce qu'il y a certaines lacunes qui sont quand même... le statisme de... ça c'est un problème mécanique. Hein. Mais on peut le résoudre facilement. Oui, mais clairement, et donc c'est un problème de config, au fait. Ouais. Parce que donc à deux, ça ne va pas. De toute façon, il n'y a pas de potentiel à deux. Non. Bûcher-laurier ? Ce sera partagé. Ce sera partagé pour moi aussi. On peut pas le mettre moi, personnellement, je ne le mettrai pas au bûcher parce que... Il aura la moyenne. Parce qu'il est somme toute assez satisfaisant, mais il est trop classique, en fait. Et oui, il aura la moyenne des points, donc... Vraiment, ce qu'il a pour lui, c'est vraiment son prix. Ouais, son prix, sa petite édition. Justement, donc c'est un jeu qu'on a pris du stock de Golden Meeple, bien sûr, que je vais le garder, je ne pense pas. Je vais le tester le solo, juste pour voir comment ça tourne. Je ne pense pas que je vais conserver cette copie parce qu'il y a trop de jeux qui lui ressemblent et au final, peut-être qui donnent un petit peu d'étincelle, que lui manque un peu d'étincelle en faisant les choses un peu correctement. Donc, non, moi ce sera moyen. C'est difficile de conseiller ou déconseiller. Oui, clairement. En tout cas, il faut vraiment quelqu'un qui cherche un petit initié, pas trop cher, pas trop, pas trop long, et pour lequel il faut quand même réfléchir un petit peu. Ouais, ce sera un grand laurier pour le prix, en fait. C'est clairement... parce que les dés sont... Il y a 20 dés déjà, il y a 20 gros dés, quoi. Très gros dés. Hein. C'est inutile, mais ils sont là. Oui, c'est ça. Et les plateaux double couche aussi, pour les ressources notamment. Plateau double couche, oui. Ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'en général, on préfère manipuler des ressources... directement, hein. On a 3 métaux, on prend 3 métaux, quoi. Tandis qu'ici, c'est des pistes. Mais le fait que ce soit double couche, au moins ça ne bouge pas. Ouais. Parce que moi, je ne supporte pas en général ces trucs-là. Et bien souvent, sur certains jeux, c'est tout petit. Au moindre coup de vent, ça vole. Donc là, au moins, ils ont la décence de mettre un double couche. Encore une fois, l'édition n'est pas trop mauvaise. Hein. En dehors de la règle et de certains petits détails. On est bien. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.